Je suis avec Raymond Cormier, président du conseil d'administration de Patrimoine Bécancour et fondateur. C'est quand même quelque chose, ça. Oui. On peut dire que tu as fondé Patrimoine Bécancour. Tu n'étais pas seul, évidemment. Non, effectivement. Il y avait une équipe. Oui. Et dans cet organisme-là qui a pour mission de faire connaître notre histoire de Bécancour, on a initié différents projets. Peux-tu nous parler du projet vidéo Mémoire vivante? C'est né comment, ça, de faire des capsules vidéo sur des gens de Bécancour, dans le fond? Ah, ça, c'était dans le cadre des fêtes du 50e anniversaire de la ville de Bécancour en 2015. 2015, mais là, on parle de la ville fusionnée. Oui, de la ville fusionnée. Et non oui, pas le village de Bécancour, parce qu'il y a effectivement. beaucoup plus que 50 ans. Parce que c'est ça. Et c'était... il y avait un comité organisateur des fêtes, puis qui demandait... Ils ont fait un appel de projet. Et Rita Bergeron, qui était membre du conseil d'administration de patrimoine, on a une pensée pour elle, là, qui avait déposé un projet pour demander une subvention pour engager un vidéaste pour faire des capsules pour interroger des gens qui avaient connu la fondation de la ville de Bécancour, leur faire parler de différents sujets. Il y en a eu une trentaine de faits. C'est ces capsules-là qu'on a mis sur notre site web. Et vous nous avez donné, Raymond, l'aimable autorisation de les reprendre pour en faire un contenu qui va vivre à la télévision communautaire. On connaît notre intérêt pour l'histoire. Donc, Mme Bergeron qui avait présenté ça et la vidéaste, c'est Marie-Ève Leduc qui avait capté ça. Oui. Donc, on regarde à l'instant ces capsules. Angèle Désilets, native de Saint-Angèle-de-Laval, les Sœurs de l'Assomption ont été fondées en 1853 à Saint-Grégoire par un curé qui désirait avoir des éducatrices pour les filles de sa paroisse. Les Sœurs de l'Assomption se sont établies dans tous les villages de Ville-Bécancour, sauf à Précieux-Sang. Chaque groupe de Sœurs de l'Assomption qui partait pour aller fonder dans un village, dans une localité, dans le groupe, il y avait toujours une musicienne, ce qui a permis aux filles d'apprendre la musique, ce qui a permis d'avoir de la musique à l'église, parce que les religieuses, en même temps, étaient demandées comme sacristines. Alors, les enfants de chœur devenaient plus disciplinés. Il y avait de la musique, des fleurs sur l'autel. Grâce aux Sœurs de l'Assomption, si je regarde ma famille, 9 filles ont fréquenté le couvent des Sœurs de l'Assomption. 6 sont devenues institutrices et ont enseigné par après dans la paroisse. Il y a eu une période où c'était l'expansion pour les Sœurs de l'Assomption. Chaque année, on ouvrait de nouvelles écoles. Les vocations se faisaient nombreuses. Maintenant, nous sommes arrivés à un temps où la communauté a beaucoup diminué. On a dû se retirer, vendre des terrains, des maisons. C'est le même problème pour toutes les communautés religieuses. Au tout début de la ville Bécancour, en 65-66, il n'y avait plus d'enseignement au pensionnat de Saint-Angèle. Des locaux avaient été loués à la commission scolaire. En 72, des jeunes filles du service social sont accueillies comme pensionnaires au couvent de Saint-Angèle. Elles pensionnent au couvent, mais vont aux écoles, soit à Nicolette, au pensionnat, soit à l'école du village de Saint-Angèle. En 91, le couvent
se détériore, aurait besoin de beaucoup de réparations et la congrégation décide de le mettre en vente. Les 2 dernières religieuses, une enseignante, une qui travaille en pastoral paroissial, sont logées au presbytère. Malheureusement, en 2015, le couvent de Saint-Angèle est encore à vendre. Et ce que je souhaite, c'est qu'il soit vendu et utilisé à des vocations qui contribuent à aider quelqu'un à vivre. Denise Dionne, je suis originaire de Drummondville et établie à Saint-Grégoire depuis 1984. J'avais toujours rêvé d'avoir une ferme, d'élever des animaux. Alors quand je suis arrivée à Saint-Grégoire avec ma famille, on s'est installé dans une maison canadienne avec une terre de 45 arpents, une grange étable et un hangar. J'apportais, puis on apportait toute la famille nos meubles dans la nouvelle maison, mais aussi un chien et un cochon qui nous avait été donné, un tout petit cochon qui nous avait été donné par des voisins à Drummondville. J'ai ajouté à ma ménagerie une chèvre, des vaches à bœuf, une couple de petits veaux, une jument, des poules, des canards, une oie, des lapins. Alors ça me faisait une tâche assez complète, tous ces animaux à installer puis à nourrir. À part les chats et les chiens, les poules aussi, je connaissais pas grand-chose dans l'élevage des animaux. Alors, je me suis acheté des livres pour me documenter. Mais les livres disent pas tout. Heureusement, dans mon environnement, 3 retraités m'ont détecté dans mon petit rang puis à l'intérieur de mon étable. 3 personnes, malheureusement, qui ne sont plus là. Alors, c'est Henri Rouleau, Jean-Paul Roux et Willy Roux, son frère. Alors, ces 3 hommes-là, généreux, qui connaissaient l'agriculture, qui connaissaient l'élevage, qui connaissaient très bien Saint-Grégoire, connaissaient tout le monde à Saint-Grégoire, alors venaient régulièrement, presque tous les matins, faire un tour à l'heure du train. Alors, ils m'ont enseigné énormément de choses. Ils ont été supportants. J'aurais jamais cru que c'était possible d'être accueilli de cette manière-là. Ils m'ont enseigné à comment nourrir les animaux, comment décider des rations. Ils m'ont aussi fait connaître davantage les chevaux. J'avais une jument, je faisais de l'équitation depuis toujours, je connaissais ça, mais eux, ils avaient eu des chevaux qu'ils attelaient à des carrioles. Alors, ils ont même apporté tout leur équipement, ils m'ont tout prêté, même la carriole. Ils m'ont enseigné comment atteler ma jument, puis le plus jeune poulain que j'ai eu. Puis on a fait énormément de tours de carriole. Ils venaient aussi en faire, c'était un plaisir partagé. Alors ça a été pour moi une aide, puis une façon tellement agréable d'être intégré à ma nouvelle ville, Bécancour, et mon nouveau village, Saint-Grégoire. Gilbert Colbert, je suis né à Sainte-Gertrude. On a commencé à crier en 1965. On a commencé à Sainte-Gertrude à crier un encan, une ferme qu'on était bien connue. Alors ça, on a continué. Tous les ans, ça a augmenté. On a monté. Le public est venu à nous autres. Nous autres, on aimait le public. Donc, ça a marché. Le Cournoyer nous a amené beaucoup d'ouvrages.
Dans le Cournoyer de Bécancour, pour ceux qui connaissent ça, c'est à part de la rivière de Gentilly à la rivière Bécancour. L'expropriation avait eu lieu dans ces années-là, 70, 68. On a fait dans Montesson, puis dans le Cournoyer, on a fait environ 25 encans de ferme. Dans des encans de ferme. Ça n'a pas de la grosse encan, mais c'est de l'encan de ce temps-là. Ben, chaque encan va à peu près son caractère. Il y en a quelques-unes que, dans le Cournoyer surtout, j'ai vu des larmes. Et on les encourageait. Vous allez vous replacer ailleurs. Alors, j'ai fait les encans des M. Morissette, le père, M. Morissette, le père, et le fils, une couple d'années après. C'était des gars qui avaient plus conservé le machinerie, puis continué à cultiver. Puis on a fait plusieurs, oui. En particulier, oui. La suite de M. Joseph Déa, je me rappelle, c'était le dernier cultivateur, il y avait à peu près 7 à 8 vaches. C'était des Canadiennes. Mais il est parti le dernier de tout. Je pense il est parti de Draculon. Ouais. Quand les gens c'était annoncé pour 11 heures, si vous voulez, un encan, puis moi, il n'était pas retardataire. Je commençais pas mal à l'heure. Quand je m'apercevais que les gens ne se parlaient plus entre eux autres, je me dis à ma Rosaline, là, elle dit, c'est le temps de commencer. Les gens nous attendent. Ils sont prêts. Ah, vendu, sold. Ah, c'est un plaisir pour moi. J'aime ça. Je suis Gilles Méran, j'habite le secteur Saint-Grégoire de la ville de Bécancour depuis 1978 et je suis originaire de Grondines. Saint-Grégoire, c'est une des paroisses où il y a le plus grand nombre de familles acadiennes qui se sont établies et qui sont encore présentes sur le territoire. 29 familles en 1758 et puis plus après ça en 1764 et ça a continué de s'accroître parce que faut se rappeler qu'à l'époque, les familles étaient nombreuses. Donc, les gens se sont répartis sur le territoire. Le village de Saint-Grégoire est acadien. Juste par les rues, on le voit. Le nom des rues, on le voit. Mais aussi, ce sont les Acadiens c'était la communauté acadienne qui était là, qui ont demandé, en 1802, ont eu une reconnaissance pour l'érection canonique de la paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand. En 1802, ils ont construit le presbytère. En 1803, ils ont entrepris la construction de l'église. Ils l'ont agrandi en 1851 parce que les familles grossissaient. La vie qu'il y a encore autour de l'église à Saint-Grégoire vient du fait acadien. Je pense que c'est important encore aujourd'hui, la présence acadienne. La ville de Bécancour, sans la présence de ces Acadiens qui sont arrivés ici au début de la colonie, après la grande déportation, la ville de Bécancour ne serait pas, sans les Acadiens, ce qu'elle est aujourd'hui. J'en suis convaincu, puisque ces gens-là ont apporté leurs expertises en construction navale, en charpenterie, en menuiserie, en agriculture. C'était des meuniers aussi. Donc, je pense que ces gens-là ont aussi fait de grosses familles. Ces enfants-là ont rayonné. Ils sont allés fonder des paroisses plus au sud, se sont retrouvés à Sainte-Gertrude, Précieux-Sang, Sainte-Eulalie, dans les Bois-Francs, Drummond. Donc, je pense que cette présence acadienne à partir de 1758 a été importante pour Bécancour, mais aussi, je pense, pour le centre du Québec. Actuellement, la Société acadienne a un projet pour pouvoir améliorer ses expositions. La Société acadienne Port-Royal, qui est installée dans le vieux couvent de Saint-Grégoire, fait la promotion et garde vivante la mémoire de nos familles acadiennes.
et fait en sorte que les gens de chez nous et d'ailleurs puissent venir à la recherche de leurs origines, puisque nous avons les documents en main qui leur permettent de retracer les premiers Acadiens qui sont arrivés ici. Si j'y suis impliqué, c'est parce que j'ai pu suivre ça de près, considérant que ma belle famille y était impliquée, considérant aussi que, comme historien, bien, ça m'intéressait ces choses-là, considérant aussi que même si moi, je ne suis pas d'origine acadienne, bien, mes filles ont des origines acadiennes par mon épouse, par ses grands-parents et arrière-grands-parents. Donc, je pense que c'est important de pouvoir garder vivante la mémoire des Acadiens à Saint-Grégoire. Moi, je m'appelle Henri Boudreau. Je viens de Bathurst, Nouveau-Brunswick. Je suis Acadien d'origine, demeure maintenant à Gentilly, mais je suis arrivé en 1961 à Trois-Rivières. Je suis arrivé pour enseigner à l'école Saint-Patrick de Trois-Rivières, qui était sous la direction des Sœurs de l'Assomption de Nicolette à ce moment-là. Lorsque les sœurs venaient à Bécancour, j'étais leur chauffeur. Je les transportais, je prenais la traverse, puis on allait traverser à Saint-Angèle, ici à Laval, Saint-Angèle de Laval, et on se rendait à Nicolette. Quand je suis arrivé à Trois-Rivières, je me sentais pas à l'aise, là, parce que je trouvais que l'atmosphère, les gens ne se parlaient pas, c'était plus, comme on dirait, plus snob. Et quand je suis arrivé sur la Rive-Sud, j'ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus accueillants, les gens étaient plus comme chez nous. En 1970, j'ai eu l'occasion d'acheter un commerce à Chantilly. C'était une période où on entendait beaucoup de choses de Gentilly, Bécancour. C'était le temps de la construction des centrales nucléaires, le parc industriel. On parlait d'une grosse industrie qui s'en venait à Bécancour, Sidbec. Et ça nous intéressait. Puis on a eu une chance d'acheter ce commerce-là. Mon voisin du temps est intéressé aussi. On est devenu copropriétaire d'un magasin en Chantilly, un magasin général qui vendait des vêtements pour hommes, dames, enfants. Et on s'est spécialisé aussi dans les vêtements de travail. Et surtout parce qu'à cause des travailleurs qu'il y avait dans le coin, c'était un moment très, très actif à Gentilly. Il y avait beaucoup de commerces. On dirait qu'il y avait une effervescence à ce moment-là. Il y avait des gens qui venaient de partout. On avait une vie sociale très active et ça allait très bien. Je peux vous dire que les moments que j'ai vécus à Gentilly quand je suis arrivé étaient intenses. Il y avait des restaurants toujours pleins, des commerces comme le Brasserie de Massac, l'Hôtel Thibodeau, le Jardin Grec, le restaurant Le Cocktail. Les gens étaient toujours alignés pour entrer. C'était un moment où on a eu beaucoup de plaisir à vivre, puis je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ça. J'ai travaillé aussi, surtout dans des comités de carnaval. J'en ai fait 9. J'ai été président du 16e, vice-président du 17e. Mes 2 filles ont été duchesses et, heureux hasard, les 2 ont aussi été élues reines du carnaval de Gentilly. Alors, mon nom est Jacques Duhaime. Je suis natif de Saint-Angèle et j'y vis encore d'ailleurs. Au milieu du siècle dernier, un peu avant la fondation de la ville de Bécancour, il y avait, à Saint-Angèle, pas moins de 3 villages. Le village de l'Église, bien sûr, le village de la Grande Rivière en bas, situé à 1 kilomètre de l'église, sur le bord du fleuve, lui aussi. Mais il y avait un autre village qui poussait spontanément au mois de janvier et qu'il était voué à la pêche aux petits poissons des chenaux. En 1970, l'année de
du centenaire de la paroisse, on a célébré un grand carnaval du Petit Poisson des Chenaux, présidé par M. Arthur Pépin. Et ça portait le nom de Port Saint-Nazaire, comme c'est écrit d'ailleurs dans les cartes maritimes. Et comme de raison, on a invité des notables, M. le curé Georges Côté, M. le maire Gaston Godette, et le dernier, et non le moindre, le député ministre Clément Vincent. Mais M. Clément Vincent était accompagné de son organisateur politique, Louis-Georges Deshaies. Et celui-ci avait hâte de lui montrer comment ça se passait, la pêche aux petits poissons. Et on a commencé à défaire les lignes. Louis-Georges était très empressé de le faire. Ce faisant, il a dû se pencher la tête vers le trou d'eau et sa belle moumoute a tombé dans l'eau. Et ça fait le fou rire général, mais lui-même, Louis-Georges, a pris ça du bon côté. Et ce fut l'un des derniers carnavals de notre paroisse, en ce qui regarde le Poisson des Chenaux. Parce que la même année, en 70-71, on a érigé, bâti un quai qui partait du parc industriel et qui se rendait jusqu'au Grand Chenal, bloquant ainsi toute velléité du Petit Poisson de venir nous visiter à Saint-Angèle. Et effectivement, il n'y a plus de Poisson des Chenaux ici à Saint-Angèle. On se contente de pêcher alentour du quai, puisqu'il n'y a pas de traverse maintenant, mais il n'y a plus de Poisson des Chenaux. Et quant à la perche chaude elle-même, elle est maintenant protégée. On n'arrête pas le progrès. Mon nom est Jean Villeneuve. Je suis notaire dans le secteur Gentilly, dans la ville de Bécancour. À titre de président de la Jeune Chambre de Gentilly, au début des années, dans la fin des années 60, début 70, on n'avait pas de numéros sur les maisons, des numéros civiques qu'on appelle. Les rues, c'était encore des rues Saint-André, Saint-Cy, Saint-Ça. Alors, l'Hydro-Québec m'approche à un moment donné pour dire ça n'a pas d'allure. Quand les gens nous appellent, il faut dire la troisième maison aux côtés de la grosse grange qui est là au troisième rang. On dit, c'est pour nous autres, ça devient compliqué. On voudrait vous aider. Hein. Nous autres, on pourrait, si vous voulez, numéroter les maisons, si vous voulez vous occuper du nom des rues. Alors, on avait, à titre de président de la Jeune Chambre, j'avais contacté Paul Blanchette, qui était président de la Jeune Chambre de Saint-Grégoire, puis ensemble, on avait fait une requête à la ville de Bécancour pour demander la numérotation des maisons et de mettre des noms. Alors, on a effectivement rencontré le conseil un soir, et je me souviens que Roch Duval s'était levé pour nous dire, il était conseiller à l'époque, il a dit, bien écoutez, on a délibéré, puis c'est pas compliqué, on vient de nommer les deux jeunes chambres comme commission officielle de la ville de Bécancour pour résoudre le problème. Alors, on s'est rencontrés, on a formé un comité, et on s'est basé beaucoup sur ce qui venait d'être fait à Laval. Des sections de Laval, qui portaient évidemment plusieurs, la rue des Érables. Alors, ils avaient mis une série de catégories de noms et c'était réservé à des secteurs. Alors, on a décidé de faire la même chose et on a tiré au sort, si vous voulez. Le premier qui est sorti, c'est Sainte-Gertrude, qui ont pris le nom des arbres. Moi, en tant que représentant du secteur Gentilly, j'avais choisi les oiseaux. Ensuite, c'était Saint-Angèle qui ont choisi les fleurs. Après ça, c'était Précieux-Sang. Les autres, ils ont choisi les fleuves.
Et puis, il y avait Bécancour qui a choisi les anciens Canadiens et Saint-Grégoire. Nous autres, on dit on prendra ce qui restera. Là, éventuellement, il avait dit par la suite qu'il prendrait les Canadiens anciens, quelque chose comme ça, ou Acadiens. Bon. Évidemment, les numéros sont très... Vous allez remarquer ça, plusieurs font de la plainte. Hein, une maison, c'est 850, et voisin, c'est 900. Alors moi, je me souviens d'avoir dit à l'Hydro-Québec, au tout début, écoutez, élargissez ça parce qu'on devait avoir 45 000 de population quelques années seulement après l'installation de la ville de Bécancour, de telle sorte qu'il fallait avoir de l'espace. Alors, c'est un petit peu ma faute et celle de l'Hydro, si autant de différences entre de numéros, si vous voulez, d'une maison à l'autre. Alors, ça, c'est l'histoire générale, si vous voulez, pour la numérotation des rues, les noms de rues, si vous voulez, à Bécancour. Jean-Guy Dubois. Je suis un natif de Bécancour, du vieux Bécancour, à l'origine même de ce qui est devenu la ville. Moi, j'ai le goût de vous parler de plus que de la naissance de la ville de Bécancour, mais même de sa conception. Je suis natif de Bécancour et j'ai vu le tout début de la ville de Bécancour en 1961, alors que des agents du ministère des Terres et Forêts, ou je ne sais pas trop quel ministère, se sont présentés à Bécancour. Et je le sais parce que mon père était secrétaire trésorier de la municipalité de Bécancour, et c'est de chez nous qu'est parti le convoi pour aller tester la qualité des sols, parce qu'on sait que c'est la qualité des sols qui a attiré à Bécancour le projet de sidérurgie québécoise à cette époque-là. C'était assez spécial, les vacances de la Toussaint en 1961, il arrive ces gens-là avec une remorque de ferme, ils partent et je me souviens encore, j'étais dans la fenêtre, puis on ne la croyait pas, c'était un peu surnaturel ce qui s'est passé à cette époque-là. Puis après ça, un an ou deux plus tard, il y a des gens qui sont revenus, et je me souviens encore, M. Louis-Henri Paquette, Jules-Henri Paquette, je m'excuse, qui s'est présenté chez nous et qui était, lui, délégué par le gouvernement du Québec, Trust général du Canada, pour venir prendre possession des terres qui avaient été identifiées comme devant devenir le site de la sidérurgie québécoise. Alors, avec M. Paquette, ça s'est tout passé dans la maison chez nous. J'ai conservé précieusement les cartes qu'il y avait à cette époque-là. Et il y avait mandat d'acheter de gré à gré les terres du Cournoyer, parce que c'est le rang Cournoyer essentiellement qui avait été sélectionné avec d'autres rangs, le Petit Chenail, l'île Montesson aujourd'hui, tout ce grand territoire-là, qui est devenu aujourd'hui le parc industriel de la Société du parc industriel. Et à cette époque-là, le prix était fixé d'avance, 200 $ l'arpent. Dans ce temps-là, on parlait d'arpent, ce qui donnait un arpent carré un petit peu moins qu'un acre aujourd'hui. Alors, à l'époque, 200 $ l'acre, c'était beaucoup d'argent. Et il y a eu deux types de réactions. Il y avait des agriculteurs qui étaient contents de vendre leurs terres. C'était pour eux autres une libération. C'était des agriculteurs qui avaient beaucoup d'autres intérêts que celui de cultiver la terre 7 jours par semaine. Et il y avait ceux qui étaient très déçus, ceux qui l'ont pris avec beaucoup de chagrin, c'est-à-dire les gens pour qui l'agriculture était vraiment une vocation, des gens qui avaient des fortes racines sur leur ferme, sur leur terre. Et tous ces gens-là, finalement, ont vendu toute leur terre. Après ça, ont vendu le roulant qui allait avec ça, ont vendu les animaux. Et il y a eu des encans en série pendant cette période-là, 1963-64, je me souviens. Il y avait un peu de tristesse dans l'air, je me rappelle très bien. Et ces gens-là sont tous partis, chacun avec son petit bonheur, un petit peu partout aux alentours, dans les municipalités environnantes. Aujourd'hui, je me dis que, physiquement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Outre le parc industriel où les terres n'existent plus, les maisons ont disparu. Le rang Cournoyer, c'est un des beaux rangs du Québec, je pense. Il n'y a rien qui a changé. Outre le parc industriel, on a encore nos 6 secteurs avec leur vie communautaire très forte. Mais psychosociologiquement, je pense que tout a changé.
Je m'appelle Jean-Marcel Roux. Je suis natif de Précieux-Sang et depuis 1980, j'habite Saint-Grégoire. Star Academy, c'est pas nouveau pour nous autres à Saint-Grégoire. Puisque, en 1969, un comité pour venir en aide aux personnes les plus démunies ont décidé de faire un concours de chant. D'autant plus que j'y ai participé moi-même. C'était le premier concours. J'ai fait l'hymne au printemps, fait du feu dans la cheminée de Jean-Pierre Ferland, et une chanson de la bonne chanson que Ma Normandie, qui était le titre. Quand mon tour est arrivé pour faire le chant, puis même avant, j'étais pas gros, excusez l'expression, dans mes pantalons. Le comité avait décidé de ne pas faire juste une soirée tout à fait froide là, qui pouvait interpréter 24 chansons. Ils ont décidé de faire ça un peu plus mondain. En fait, les chanteurs étaient habillés en tuxedo, les chanteuses avec les robes de bal, les hôtesses avec robes de bal. Tout ça pour donner une ambiance un peu classique, si on veut, classique et semi-classique. Après le premier concours, comme ça avait été aimé par beaucoup de gens, le comité a décidé de continuer l'expérience. Et ça a fini par faire 8 concours de 8 chanteurs. Donc, ça faisait 64 chanteurs avec 3 chansons chaque. Il y avait 132 chansons qui s'est chantées dans les 2 ans et demi qu'a duré le concours. Tout ça, il y a eu 8 gagnants dans les 8 concours. Et ils ont décidé de faire un 9e concours qui prendrait les 8 gagnants pour déterminer le grand gagnant. Les 8 concours ont été vraiment à guichet fermé. Le 9e concours, ils ont décidé, le comité, d'utiliser la cathédrale de Nicolette, où il y a eu 1500 personnes qui sont venues assister à ces chants-là. Alors, c'est donc dit que c'était vraiment aimé des gens. Après chaque concours, il y avait un goûter qui était servi et une coupe de vin à tout le monde. Ce qui permettait aux gens qui étaient là, des purs étrangers, de discuter, de jaser, de fraterniser. Alors, c'était vraiment une veillée qui était remplie de gaieté, qu'on oubliait le stress de tout, pour s'égayer à écouter des chansons que tout le monde connaissait, en fait, mais qui étaient interprétées par des personnes qui avaient un peu plus d'audace. Mon nom est Jean-Paul Pépin. Je suis résident de Saint-Angèle de Laval, secteur ville de Bécancour. Les slates, c'est la façon d'organiser des élections aux municipales, aux provinciales et aux fédérales par des gens qu'on appelle des slateux, qui se sont donné une vocation à l'intérieur de chacun des secteurs de la ville ici, si tu veux, et de la province, pour faire élire des gens. Alors, à toutes les 4 ans, il y avait des élections, disons, et les slateux, c'est des gens qu'on voyait rarement, mais qui s'étaient donné comme but dans la vie de faire élire ceux qui pensaient qu'ils seraient bons pour faire de la politique. Et si toi, tu voulais faire de la politique, puis tu aurais aimé faire de la politique, tu ne pouvais pas parce que tu étais à la merci des slateux qui décidaient du sort de ta vie politique. Alors, à un moment donné, ils disaient... On a cette année-là, c'est Tirard Allary ou Tirard Baudouin qui va être candidat dans le secteur Saint-Angèle. Et on va aller voir à Gentilly, à Saint-Grégoire, à Précieux-Sang, à Sainte-Gertrude, puis à Bécancour, s'ils sont prêts à accepter ce candidat-là en échange de l'appui qu'on pourrait donner à un de leurs candidats. Lorsque le candidat était seul dans un secteur, il passait à l'unanimité, puis là, il n'y avait pas de slate d'organiser. Et les slateux des autres secteurs
pouvaient venir voir les slateux de notre secteur pour faire passer leur candidat, mais celui qui avait été élu, lui, sans avoir besoin des slates parce qu'il n'y avait pas d'opposition, mais lui, il était élu automatiquement. Alors, c'était ceux qui décidaient tout en politique. Moi, je me suis présenté en 1983 jusqu'en 1991, j'étais conseiller municipal dans le secteur Saint-Angèle. Un matin, je me suis levé et j'ai dit « Je vais être conseiller municipal ». Alors, ça me prendrait un appui. Je vais aller voir les gars qui s'occupent de ça. Je vais aller voir les slateux. Rémi Perrault venait d'être nommé dauphin pour Pierre Doucette et Pierre-Claude Julien Deshaies, qui étaient les maîtres slateux dans le secteur ici, qui s'occupaient de la ville pour coordonner les candidats puis les autres slateux. Alors, je dis à Rémi, ça me tente de me présenter comme candidat. Rémi dit, ça marche pas de même, mon petit pépin. Il dit, il faut que tu passes par le comité, là. Tu sais qui? Les gars, là, ben là, ça parlait tout le temps en parabole, à ce temps-là. Là. Ils nommaient pas de nom, eux autres, et l'as-tu vu, lui, puis qu'est-ce qu'il te dit, là, ou as-tu parlé à lui, puis ça fait que là, j'ai dit à Rémi, écoute, on va les voir, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, les slates, j'embarque pas. Ah, il a dit ça n'a pas d'allure, il dit, je ne sais même pas s'il m'a appuyé, faut que je lui en parle. Ça fait que là, on a un rendez-vous avec Claude Julien Deshaies dans le sous-bassement chez eux, là. Puis on arrive là, puis il y avait du monde, pas mal de monde qui te regarde de travers. Hey, le gars qui n'a pas été choisi, là, c'est lui, là, c'est Paul. Ils ont dit, tu penseras à ça, ton affaire, toi, là? C'est pas même, sa mère. Tu n'as assez organisé des élections pour savoir qu'il faut que tu passes par nous autres. C'est nous autres qui déterminent. On a des candidats, des poulains qui attendent. As-tu vu dehors, on a un qui attend, là? Ben, il dit, écoute, ben, qui attend? Je dis, moi, là, je m'en vais, là. Je vous annonce que vous allez être candidat comme conseiller municipal. Ah, ça marche pas de même, ça marche pas de même. Il dit, tu vas le regretter le restant de tes jours. Il dit, es-tu arrivé par le 132, toi? Oui. Ben, il dit, reprends-la, 132. Il dit, m'en prendre, certain, viens à Rémi, puis là, on est parti. Puis, je me suis présenté tout seul. Alors, je suis Jeanne d'Arc Hébert. Je suis native de Saint-Wenceslas. Pour moi, cette question m'a toujours un peu interpellée. Je sentais comme une distance entre les vrais gens d'ici et les nouveaux arrivants. Alors, je suis de Saint-Ouen, mon mari de Sainte-Monique, et nous sommes arrivés à la seigneurie Godefroy en 1992. Intéressé par le projet domiciliaire des promoteurs M. Léon Bouvet, Marcel Descoteaux et André Parent. 25 ans plus tard, si on regarde le parcours, nous avons construit 4 maisons résidentielles que nous avons habitées les unes après les autres. Et suite à cela aussi, je me suis impliquée beaucoup dans l'historique de ma famille, essayer de trouver des liens avec les gens d'ici. Mais le plus beau moment a été lorsque j'ai trouvé le contrat de concession de terre de Claude Hébert, mon ancêtre, qui arrive au Lac-Saint-Paul vers 1764. Alors, ça a été le départ d'un engouement et d'une passion pour l'histoire de ma famille et de toutes ces familles qui ont été déportées ou qui ont immigré ici. Alors, au fil de mes recherches, j'ai trouvé des liens avec les gens de Bécancour, la belle maison de briques qu'on appelle dite Damas Saint-Arnaud, a été construite par mon ancêtre Amab Hébert. Et ce monsieur Saint-Arnaud l'a comme hérité par son mariage avec Angèle Hébert. Alors, ce n'est pas lui qui en est le constructeur premier. La maison Le Tiècle aussi est construite sur des terrains de mon ancêtre et Madame Le Tiècle, Pélagie, était la sœur d'Angèle Hébert. Alors, c'est un lien aussi avec ma famille. J'ai aussi appris que mon grand-père était né
dans une belle maison de pierre le long du fleuve Saint-Laurent, sur le lot 10 de Saint-Angèle. Alors, toutes ces trouvailles m'ont vraiment fait sentir des liens importants avec le secteur d'ici. J'ai aussi publié l'historique de plusieurs familles, dont les principales sont dans les rangs de Saint-Grégoire. Et tout ce parcours me rend plus partie prenante de la ville de Bécancour. Je me sens plus comme une nouvelle arrivante, mais vraiment comme une participante de la ville. Et je me sens vraiment d'ici maintenant. Gaétane Desilets, je viens de Saint-Grégoire et je reste dans la belle ville de Bécancour. Je vous emmène en 78-79 avec le projet rassembleur de la construction de l'aréna de Bécancour. Alors, vous savez, il y a eu toute une équipe de bénévoles alentour de ça qui ont participé à trouver le financement. Tout le monde embarqué parce qu'on avait le même objectif. Et au début, plusieurs propriétaires de terrain dans divers secteurs de la ville de Bécancour, naturellement, tiraient un petit peu sur la couverte pour avoir l'aréna dans un secteur plutôt que l'autre. Mais finalement, c'est à Bécancour, à côté de l'hôtel de ville, qu'on sait aujourd'hui, l'aréna est érigée en 79 et l'ouverture se fera en février 80. Alors, le hockey, c'est sacré. Mais il y a eu du développement qui a emmené cette aréna-là. C'est pour la gente féminine. Si on parle de ringuette, ben oui, ça prend du développement. On a développé pour faire l'aréna. Oui, on a eu du développement pour remplir ces belles heures de glace-là. Alors, avec la ringuette, pour la gente féminine, ce fut exceptionnel parce que c'est un sport qu'on connaissait pas, qui était dans les grandes villes alentour de nous, Montréal, Québec. Mais ici, à Bécancour, on est devenus des expertes en ringuette parce qu'on est allé chercher l'information, on est allé se former. Et puis, grâce à ça, aujourd'hui, on a nos plus petites filles qui ont commencé en 79-80, qui sont rendues mamans aujourd'hui. Alors, avec la petite marmaille, ils emmènent leurs filles jouer à la ringuette aussi. Et on les voit encore dans les journaux parce que ils ont gagné justement dernièrement au Cap de la Madeleine. Et ça m'a permis à moi, qui est maniaque de sport, qui est maniaque de patin, de participer à ça, de répondre à un besoin parce que le hockey féminin n'existait pas à ce moment-là. Alors, avec les années, oui, la ringuette, le ballon-ballet, le hockey féminin, alors tout ça est arrivé. Mais là où je veux vous emmener, c'est que quand on a un projet commun, quand on a un objectif et qu'on s'en va tous main dans la main, tout est possible quand on a un projet rassembleur. Je m'appelle Jean Bécotte, je viens de Chantilly. En 2015, la ville de Bécancour fête son 50e anniversaire. Nous, à Chantilly, en particulier la villa de Patates Frites, fête son 69e anniversaire en 2015. Cette villa a été construite par mon père, a subi différentes étapes de construction. D'abord, une roulotte installée sur un 4 roues, tirée par un cheval. Après ça, elle a été agrandie à 8 pieds par 12 pieds, tirée par un moteur de Chevrolet 36. À ce moment-là, on a dû la déménager sur le chemin qui mène à l'église.
D'ailleurs, elle a fait les deux côtés de l'église. En ce moment-là, là, on avait, je dirais, le plaisir, parce que les clients qui s'en venaient, le plaisir de voir un paquet de monde qui sortait de l'église avant la fin de la messe pour venir réserver les patates avant les autres, pour être sûr qu'il en resterait au moment où toute la gang va sortir. En ce moment-là, est arrivée l'idée de mon père, il faut une place permanente. Là, en 68, il a trouvé un vendeur potentiel de Gentil Knitting Mills qui fermait sa shop de tricotage. Il y a eu un marché de contenu qui s'est réalisé. Mon père est devenu propriétaire du terrain. Et à partir de cela, il avait un terrain en permanence à chaque saison pour mettre sa roulotte. Tout ce succès-là, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait avec la coopération des gens de Chantilly qui ont reconnu l'entraide communautaire. Il fallait voir surtout certains dimanches des corvées de pliage de casseaux, car ce n'était pas des sacs, des pliages de casseaux sur les galeries de tous les voisins. De plus, il y avait la corvée d'éplucheurs de patates frites, des trancheurs, qui n'étaient pas mécanisés. Dans ce temps-là, tout se faisait à la main. Et en plus de ça, il y avait toujours des volontaires pour pousser la roulotte qui ne voulaient pas partir le soir. Ces gens-là nous ont aidés incroyablement pendant des années. La roulotte est restée dans la famille jusqu'à la fin de 2014. Et c'est mon frère qui s'en occupait à la fin. Je souhaite une longue vie à la ville de Bécancour. La roulotte de patates frites de Gentil est devenue l'unique trésor de patates frites de la ville de Bécancour. Et nous vous souhaitons d'y goûter si vous ne l'avez pas déjà fait. Je m'appelle Laurent Deshaye, je demeure dans Nicolas-Perrault, mais je suis du secteur de Sainte-Gertrude et je suis né à Sainte-Gertrude, puis je suis content de vivre à Bécancour. La vie à Bécancour a complètement changé depuis 1965. Auparavant, chaque communauté villageoise et les rangs alentours vivaient dans une certaine symbiose. Le village était le lieu de rencontre, aussi le lieu pour aller à la messe, pour les fêtes religieuses, aller faire du magasinage au magasin général pour acheter des vêtements, des chaussures, un peu d'épicerie et d'autres choses. Un rang, c'est une unité sociale avec un grand sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'était autour de l'école, autour du mois de Marie, la fête des fêtes du rang. C'était aussi pour les corvées, parce qu'il y avait des corvées pour le sciage du bois, le battage du grain, pour la construction d'un bâtiment qui passait au feu. Donc, c'était une unité, mais qui n'était pas fermée sur l'extérieur, parce que les gens allaient au village, parfois en ville à Trois-Rivières, mais peu de fois par année, parce que souvent, les gens n'avaient pas d'automobile. Il ne faut pas oublier que l'utilisation de l'automobile était moins fréquente qu'aujourd'hui. Et les gens qui vivaient dans les rangs suivaient le rythme des saisons, parce qu'il y avait des activités particulières à chacune des saisons. Au printemps, évidemment, c'était la préparation des champs et du potager. C'était l'arrivée des veaux et par conséquent la traite des vaches. À l'été, il y avait la récolte des foins et d'autres travaux agricoles. Et là, les enfants participaient à ces travaux-là parce qu'on ne faisait pas garder les enfants à la maison. Les jeunes allaient dans les champs, même à bas âge, et même pour la traite des vaches, à 6 ans. Il y avait des jeux aussi au printemps qui étaient la pêche à la ligne. On commençait à jouer à la balle. À l'automne, les activités changeaient un peu. Évidemment, c'était le labourage des champs pour la saison suivante. Il y avait on pouvait bûcher du bois aussi pour le chauffage de la maison. Il y avait également le transport de ce bois-là dans la cour pour être, si éventuellement au printemps, en corvée là, également. Et les jeunes, à l'automne, ils rentraient à l'école, mais ils devaient participer aussi à la fermeture du potager, à la récolte des pommes de terre. À l'hiver, tout changeait. Évidemment, c'est une saison plus morte. Disons, la traite des vaches était terminée.
Par contre, les enfants pratiquaient davantage de jeux à l'intérieur, comme les cartes, les pichenottes et d'autres sortes de jeux qu'ils pouvaient faire, réaliser eux-mêmes. Et il y avait aussi toute la période de la préparation de Noël, de la fête de Noël, la fête de Jésus, le jour de l'an, les rois. Ça allait jusqu'à Pâques pour les fêtes religieuses, en fait. C'était une période de saison morte, mais il y avait quand même pas mal d'activités. Et là, le printemps revenait avec les sucres, etc. Donc, c'est ça que j'ai remarqué. Mais cette vie-là, elle a disparu depuis un certain temps. Là. Depuis les années 70, je dirais que la vie s'est effritée dans les rangs. Avec l'utilisation de l'automobile, avec l'arrivée de la télévision qui a changé aussi les mœurs comme telles, les habitudes. Le langage également a été changé avec l'arrivée de la télévision. Les écoles primaires qu'il y avait dans chacun des rangs ont été centralisées au village. Toute la vie des gens de Bécancour a changé. Elle a changé beaucoup aussi sur le plan municipal, évidemment, parce que la création de la ville amenait une plus grande unité. Les gens devaient se connaître. L'esprit de clocher a dû disparaître un peu plus. Mais ce mode de vie-là de rang, de vie villageoise, c'est demeuré en partie. Mais la vie des rangs, par contre, c'est pas mal effrité à partir des années 70. C'est peut-être une perte d'une certaine façon, mais ces changements-là se seraient produits de toute façon parce que c'était des changements qui étaient liés à la Révolution tranquille. Je m'appelle Laurent Deshaies, je demeure dans Nicolas-Perrault, mais je suis du secteur de Sainte-Gertrude et je suis né à Sainte-Gertrude. Puis je suis content de vivre à Bécancour. Bécancour a beaucoup changé depuis 1965. Il y a eu des grands changements dans les infrastructures. On a créé le parc industriel de Bécancour. Le pont La Violette s'est ouvert en 1967, en décembre 1967. Il y a eu l'ouverture aussi de l'autoroute 30. Ces changements ont eu une importance majeure sur la Rive-Sud, notamment au niveau des commerces et des services. Au niveau des commerces, il y a eu un impact négatif dans certains commerces comme l'alimentation, les vêtements, la quincaillerie, pour ne nommer que ceux-là. Par contre, il y a eu des commerces qui ont été avantagés, comme le commerce automobile, le commerce de vêtements, qui ont besoin de grands espaces et ils pouvaient aussi concurrencer les gens de Trois-Rivières. L'influence du pont a été négative à un point tel que le centre d'achat de Trois-Rivières-Ouest a vu ses ventes augmenter de 30 à 40 %. C'est pas un péage sur le pont qui allait changer quelque chose, même si les gens l'ont deux fois suggéré. Mais par contre, l'impact, si on regarde au niveau de l'ensemble de la localité, du territoire de la ville de Bécancour, l'impact a eu surtout lieu à Saint-Angèle-de-Laval, parce que Saint-Angèle perdait son rôle de relais. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de commerces qui profitaient de cette situation-là. Et je pense au commerce de la Vasseur, qui vendait des vêtements et beaucoup d'autres choses. Il y a tous les services de taxi. Il y en avait une dizaine environ qui ont dû changer leur pratique commerciale. Il y a aussi des commerces d'essence qui ont perdu beaucoup de clientèle. Donc, l'impact s'est fait sentir surtout à Laval, puis d'un coup sec aussi. Donc, ça a été très difficile pour les gens de Laval. Dans l'ensemble, on constate que Trois-Rivières a augmenté son influence en intensité sur la Rive-Sud, mais Trois-Rivières n'a pas étendu sa zone d'influence. Il s'est arrêté à la même zone d'influence qu'il avait avant l'ouverture du pont. Françoise Beauchesne-Larivière. Je suis née dans le 4 de Sainte-Marie et aujourd'hui, on appelle ça la rue des 30 dans Sainte-Gertrude, ville de Bécancour. Autrefois, le rang était sur la terre et les maisons étaient construites vraiment tout près de la rue. Il y avait seulement qu'un petit fossé, puis il n'y avait pas de circulation. La rue n'était pas ouverte l'hiver. C'était simplement le passage des chevaux, puis tout ça.
l'hiver, les gens allaient jouer aux cartes chez les autres, avec les chevaux toujours, surtout quand il faisait tempête. Il avait l'air de trouver ça encore plus drôle. Puis il y avait les corvées, soit l'ensilage, le battage au moulin, et surtout l'hiver, au mois de janvier-février, c'était le siège à ses rondes. Dans les années 70, la ville de Bécancour a décidé de changer le quai de Sainte-Marie pour un beau rang qu'on est aujourd'hui. Ils ont reculé toutes les maisons, ils ont refait la route au complet, ils l'ont asphalté, puis aujourd'hui, les maisons sont toutes rénovées à l'extérieur. On a un beau rang, mais il y a beaucoup de circulation. Ça a été positif dans le sens que les maisons étant construites sur des solages de pierre, puis très basses. Il n'y avait presque pas de galerie en avant ni à côté. Aujourd'hui, les maisons, ils ont toutes des solages, ça a été tout rénové à l'extérieur, fait qu'on a un beau rang quand même aujourd'hui, là. Mon côté négatif, c'est d'avoir perdu le plaisir qu'on avait d'aller voir les voisins, d'aller jouer aux cartes là. Les enfants, on allait sauter de la corde, on allait se baigner ensemble. Ça, c'était là à ce moment-là. Tandis qu'aujourd'hui, c'est à peu près tous des étrangers. Il y a quasiment juste moi qui demeure là, que depuis le 4 de Sainte-Marie. Mais étant donné que c'est des étrangers, on est plus indifférents, fait que chacun fait leurs petites affaires à leur manière. L'environnement communautaire qu'on avait autrefois, ça me manque beaucoup parce que je me sens beaucoup plus seule dans mon coin, malgré qu'on a des super de bons voisins. Les jeunes d'aujourd'hui vont pouvoir se souvenir des affaires qu'on a vécues, nous autres, dans notre petit rang de Sainte-Marie. Je suis Reine Grenon du secteur de Gentilly. À Gentilly, comme il y avait beaucoup d'usines, alors il y avait beaucoup de travailleurs aussi, et il fallait que cette personne-là trouve à se loger. Alors il manquait de place. Comme mon mari aime à relever les défis, un bon matin, il se lève puis il dit « Reine, si tu veux, nous allons construire des motels. » Et il passe à l'attaque comme contracteur général. L'inauguration a été faite à la fin d'août 1978 et bénie par monsieur le curé Bouchard. Nous avons remercié les travailleurs d'avoir fait du motel La Place leur place chez nous. Télébec nous a fourni un vieux central qu'on appelait switchboard qui était à cordes, qu'on pluguait puis on dépluguait pour rendre le service téléphonique dans les chambres. C'était ancien, mais très commode. Alors, moi, ma job était réceptionniste, gérante, faire de la comptabilité et voir à l'entretien des chambres. Comme la maison était à même du motel, eh bien, ça nous permettait d'être sur place 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et cela pendant 11 ans, de 1978 à 1989. Et en 89, les motels sont passés aux mains de M. Joe Bergeron, de Victoriaville, et que lui, il a agrandi les motels de 24 unités. Et je suis contente parce que les motels sont encore là, ils existent encore depuis le temps. Maintenant, ce sont monsieur et madame Woman Chang qui en sont propriétaires.
Suzanne Desilets, fille de Denise Richard. Je suis Lise Proulx, fille de Pierrette Richard-Proulx. Je m'appelle Sylvie Bouvet. Je suis la fille de Janine Richard. C'est en 1966 que l'UCFR devient AFEAS, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Les trois sœurs Richard, ainsi que leur mère, Aline Fleurant, y ont toujours milité. Ma mère racontait que quand elle était jeune mariée, elle ne pouvait pas faire un chèque. Elle ne pouvait pas aller à la banque retirer de l'argent ou emprunter de l'argent. Elle ne pouvait pas signer une autorisation pour un traitement qu'un de ses enfants aurait besoin parce que ses droits étaient réservés aux hommes. Alors, maman s'est engagée à faire changer les choses. Ma mère a travaillé dans plusieurs dossiers, mais une réalisation importante qui tenait vraiment à cœur, c'était l'établissement d'une maison pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. Et après 4 ans de travail, en 1990, a vu le jour la maison La Nacelle, à Saint-Grégoire. Pierrette a fait beaucoup de réalisations dans sa vie. Une qui tenait beaucoup à cœur lors de sa retraite, c'est de prôner Vie Active. Vie Active, un organisme qui donne la possibilité aux personnes plus âgées d'apprendre à prendre soin d'eux et de rester chez eux le plus longtemps possible avec une vie saine. Notre mère nous a toujours appris qu'on pouvait faire une différence, qu'on était capable de réaliser tout ce qu'on voulait. Une de ses grandes joies fut de voir ses petites filles reçues ingénieurs dans des métiers non traditionnels. Le message à toutes les femmes, choisissez ce qui vous intéresse, mais engagez-vous pour changer les choses, engagez-vous pour faire avancer les choses. Vous en êtes capable. C'est un petit peu le message qu'elle a passé toute sa vie. Chaque femme a une priorité, chaque femme a un point d'intérêt qui est différent. Pour nous, ses enfants, pour moi personnellement, ça a été de dire j'aimerais faire tel métier, bien si tu veux, tu peux. C'était le message de maman. Si tu veux, tu peux. Alors engage-toi. On n'est pas gênés, nous, les 4 enfants, de se promener dans la ville de Bécancour puis dire on est les enfants de Pierrette Richard-Proulx à travers tout ce qu'elle a accompli. Ce message d'engagement que maman a voulu transmettre à toutes les femmes, bien, la ville de Bécancour l'a reconnu aussi puisque Janine Richard a été nommée grande citoyenne de la ville de Bécancour en 2002. En 50 ans, à Bécancour, les conditions des femmes se sont améliorées, et ce, grâce au travail invisible de nombreuses femmes comme les sœurs Richard. Lise Roux, née à Sainte-Gertrude et j'habite Précieux-Sang depuis 1966. Alors aujourd'hui, moi, je vous parle de la façon que la condition féminine a changé depuis 55 ans. Alors, j'ai enseigné la dernière année des écoles de rang au village à Précieux-Sang. On était 2 professeurs. Il y avait la maîtresse des petits, la maîtresse des grands, et c'était ma sœur Germaine. Edith aussi était dans ma classe. On était les 3 petites sœurs à demeurer en haut de l'école, à chauffer le poêle, à faire le ménage. Et on entretenait l'école au complet. Mais on gagnait 1100 $ par année. Et l'école dont je vous parle, elle est déménagée à la dernière partie du garage Bergeron. Alors, ceux qui vont faire réparer leur scie à chaîne, là, c'est dans cette partie-là que vous êtes. Mais on avait quelque chose de spécial aussi durant cette année-là, c'était le curé de la paroisse. Le curé de la paroisse, c'était celui qui voulait que ses maîtresses soient des exemples parfaits. Alors, un bon midi, un de mes élèves, André Bergeron, arrive, puis il me dit « Mademoiselle, monsieur le curé veut vous voir après l'école. » Alors, je vais rencontrer le curé, et le curé commence à me faire un sermon qu'on n'avait pas le droit de porter de pantalon, on n'avait pas le droit d'aller marcher parce qu'il pensait qu'on allait courir les garçons. Et
Ce qui est le pire là-dedans, c'est que je suis sortie de là et on a écouté le curé. En plus, il avait écrit une lettre anonyme à mes parents nous empêchant d'aller voir au magasin général la famille Plouffe et le survenant. Alors, tout un curé peut vous dire que sur ce côté-là, dans la ville ici, il y a quelque chose qui a changé. Alors, la condition féminine aussi a bien changé depuis ce temps-là. Pas besoin d'être célibataire pour enseigner. Alors, c'est ça la vie à Précieux-Sang. Les élèves étaient parfaits et je suis bien contente d'avoir tout vécu ces étapes dans la vie d'institutrice. Maurice Richard, né à Saint-Angèle-de-Laval, dans le secteur Saint-Angèle maintenant de la ville de Bécancour. Qui sommes-nous dans les années 60? Dans les années 60, les gens vivent tranquillement, les gens travaillent une grande partie à Trois-Rivières comme débardeurs ou dans les moulins de pâtes et papier, d'autres vivent de l'agriculture, certains évidemment des pêcheries, puisqu'on a une partie du territoire de Bécancour le long du fleuve Saint-Laurent. Petite vie tranquille, en fait. Il ne se passe pas beaucoup d'événements. Il y a deux gros secteurs, secteur Saint-Grégoire, secteur Gentilly, qui sont ce qu'on appelait dans le temps les villages cendres, où il y a un petit peu plus de commerce. Les commerces sont des commerces locaux, des commerces de services. Les gens se battent pas entre eux vraiment. Il y a des petites chicanes qui existent pour le hockey, pour la balle, là, ou pour des raisons politiques, où on fait brûler des bonhommes de paille à chaque élection pour s'amuser. Donc, il y a une petite vie sociale intéressante, mais ça bouge pas beaucoup là, depuis quand même quelques siècles, en fait, dans le milieu. Alors, tout fonctionne bien. Au niveau religieux, c'est pas compliqué. C'est Monseigneur Albertus Martin, qui est à l'église cathédrale de Nicolette. Au niveau politique, c'est le député ministre, l'honorable Clément Vincent, qui est d'ailleurs un des bâtisseurs du parc de Bécancour. Alors, une vie qui se déroule relativement bien. Tout à coup, surprise, on nous dit il y aura à Bécancour, pour des raisons techniques de qualité du sol, il y aura à Bécancour la SIDBEC, la sidérurgie québécoise. Oh boy! Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Un coup qu'on s'est ressaisi, là, parce qu'on était pour nous dire qu'on était des ruraux qui passent à urbains, ben, on a commencé à bâtir le pont La Violette. On a créé la ville fusion, 11 municipalités qui forment la ville de Bécancour depuis 50 ans maintenant, cette année entre autres. Et en 1968, quelques années plus tard, on a bâti le plus grand parc d'État, le parc industriel de Bécancour, qui fournit en fait au-delà de 40% des revenus de la ville encore aujourd'hui. Donc, un impact majeur. Et là, la vie a changé. Là. La vie a changé beaucoup. On est toujours à l'époque des années 60. Reculons un peu. Là. C'est le yéyé qu'on danse, c'est Michel Louvain, Michel Richard, c'est les Rolling Stones, c'est les Beatles. On écoute des 10, 35, 45 tours. On va encore à la poste pour poster, puis on achète des timbres poste. Là. C'est assez fascinant. Alors, il y a tout un changement de société depuis 50 ans. Mais aujourd'hui, on peut réaliser, et avec plaisir, que 50 ans plus tard, nous sommes un bel exemple de ville en développement et avec un devenir fantastique qui a été bâti sur une surprise qu'on a eue dans les années 60, de se faire dire qu'on était l'endroit idéal pour installer la sidérurgie québécoise. Eh bien, mesdames, messieurs, bon anniversaire.
Dans la famille du côté de ma mère, il y avait mon oncle Edmond, qui était bien smart et parlant l'anglais, surtout quand il était rond. Il faisait des beep beep, do you speak English, mais I can talk faster than you. Want a hamburger, moutarde relish, puis il était lousse quand il était sous. Do you want a shot? Yes, why not? Ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya. Yes, why not? Un bon matin, sans dire un mot, Edmond a sacré le camp. Il est parti en Ontario ouvrir un restaurant. Il faisait des beep beep, do you speak English, mais I can talk faster than you. Bought a hamburger, moutarde relish, puis il était lousse quand il était sous. Do you want a shot? Yes, why not? Ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya. Yes, why not? 20 ans plus tard et chaque craqué, Edmond nous est revenu. Les poches bien pleines et puis la tête carrée, on le reconnaît, ça pue. Il faisait des beep beep, do you speak English, mais I can talk faster than you. Mais là c'était vrai, puis ça n'était triste, puis il était même pas sous. Do you want a shot? Yes, why not? Ya 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 ya. Ya 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 ya. Yes, why not? Par une journée ensoleillée, Edmond est disparu. Un requiesce, catine patché, puis on l'a jamais revu. Il faisait des beep beep, do you speak English, mais I can talk faster than you. Want a hamburger, moutarde relish, puis il était lousse quand il était sous. Do you want a shot? Yes, why not? Quand Edmond y est mort, il parlait l'anglais. Le seul bout en anglais à soir. Edmond passed away. Sometimes au mois de mai. Nya 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 nya, nya 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 nya, nya 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 nya. Yes, why not? Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel, là pour tes torrents, tes neiges éternelles. Puis tous tes yeux brillent où le sang coule ou du bras me serre. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts en temps. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. Pour tes cocotiers, tes rivages, là pour tes lagons tout bleu balançant. Puis tous les marais d'un village de là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Tes clics et tes claques et tes rêves et ta vie. Monter ta bernacle et ta langue d'ici. Escampéter la poudre et la fille de l'air. Montre-moi tes éthèmes, montre-moi tes enfers. Des
et puis tes skins et tes ex et tes ouais. Tout le monde! Tes clics et tes claques. Et tes rêves et ta vie. Tes mots, tes tabernacles. Et ta langue d'ici. Ce qu'on mettait le bout. Et la fille de l'air. Montre-moi tes étapes. Montre-moi tes enfants. Chez moi, les forces se balancent. Et toi, gratte le ciel. Les eaux des torrents sont violentes. Et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes. Et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Quand tu serais au pont de Somple, j'aime tes envies, j'aime ta lumière. Les paysages de l'espèce semblent quand tu les éclaires. Oh, tu les éclaires. Tu iras, Mon pays sera toi. j'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. Qu'importe la place, Qu'importe l'endroit. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. qu'importe la place, Qu'importe l'endroit. Quand même, puis en me faire des coups bas, faire des bretelles en poil de gars, fin pompier pour déjeuner. Des toasts et du café. J'aurais donc dû rester avec mes chums de la brasserie Cherrier. Ouais, ma bière avec Roger. Au lieu d'être là à me demander que c'est qu'à faire ou c'est calé dans mes bébites à moi, calé ta belle. Ma mademoiselle, je vous aime beaucoup. J'ai mes bretelles qui tiennent à vous. Moi, je suis gêné plus que je suis sous. Plus que je suis comme vous. J'aurais donc dû rester avec mes chums de la brasserie Cherrier. Ouais, ma bière avec Roger. Au lieu d'être là à me demander que c'est qu'à faire ou c'est calé dans mes bébites à moi, calé ta lade. Approchez.
la laine me met à bout. J'aurais donc dû rester avec mes chums de brasserie chérie. Ouais, ma bière avec Roger. Au lieu d'être là à me demander qu'est-ce qu'à faire, où c'est qu'elle est dans mes pépites à moi, qu'elle est allée. Elle me dit qu'à main. J'aurais donc dû rester avec mes chums de la brasserie chérie. Ouais, ma bière avec Roger. Au lieu d'être là à me demander que c'est qu'à faire, où c'est qu'elle est dans mes pépites à moi, qu'elle est ton den. Elle me dit qu'à main. Comme au premier rendez-vous, vous, pour tous les liens entre nous, doucement jusqu'au bout. Vous, comme au premier rendez-vous, grand comme le rêve que j'ai suivi, et tous les détours jusqu'ici pour être encore devant vous. Vous, comme au premier rendez-vous. Et j'ai passé la frontière entre le gris et la lumière. Je n'avais que ce rêve en moi, être là. Prêt comme la promesse aux aînés de ne jamais abandonner et revenir jusqu'à vous. Vous, comme au premier rendez-vous. Fier, fier, tout facile, fier, qui m'ont fait jusqu'à vous. Vous, comme au premier rendez-vous. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent
de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à apporter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.